Bonjour, vous êtes sur le podcast de la CDI sur le design intégré. Dans cet épisode, nous parlerons de design intégré avec Fabien Delval, designer industriel chez Nexans. De maquette en maquette, de l'automobile chez Plastic Omnium Auto Exteriors, équipementier de premier plan, au container à déchets chez Plastic Omnium Environnement, et maintenant senior industrial designer et manager du Design Life Building Group chez Nexans, multinationale française de l'industrie de la ligne de transmission par câble, c'est-à-dire fabricant de filets de câbles électriques, qui équipe notre habitat mais aussi les centrales nucléaires ou les éoliennes. Fabien nous explique son parcours et l'intégration du design chez Nexans. En avril 2021, Nexans, multinationale de 28 000 collaborateurs, créée par moins de 5 design labs à travers le monde pour comprendre les besoins de ses utilisateurs. Et ce n'est que 6 mois plus tard qu'ils embauchent un premier designer. Pourquoi donc ? Pour passer de la compréhension des usages aux produits, pour apporter de la valeur ajoutée aux solutions proposées par Nexans. Parce que même dans un marché B2B, les utilisateurs ont besoin d'améliorer leur posture, parce qu'ils méritent qu'on s'intéresse à la pénibilité et à la sécurisation de leur travail, et que les designers leur proposent des solutions adaptées. Fabien mettra aussi en avant le travail de l'équipe design pour réduire les impacts environnementaux. Par exemple, améliorer le déroulage du câble permet d'utiliser la juste longueur, ce qui réduit les déchets de chantier à grande échelle. Je vous laisse découvrir notre échange. Merci d'écouter Raconte, le podcast sur le design intégré en entreprise de la CDI. Si vous aimez cet épisode, partagez-le autour de vous. N'oubliez pas de mettre une note et un commentaire pour nous donner plus de visibilité. Bonjour Fabien, donc pour commencer ce podcast, comme habituellement, peux-tu nous présenter ton parcours ? Eh bien, Annabelle. Donc, alors on peut dire que ma passion pour la création vient de très très loin. Tout jeune enfant, j'étais déjà un grand fan des Lego. J'étais vraiment dans la team Lego plutôt que mes voisins étaient plutôt dans la team Playmobil où ils jouaient avec des choses toutes faites. Moi, je préférais partir de rien. J'avais un vieux carton rempli de briques tout à fait éparses et venant de diverses origines, et je m'amusais à faire des vaisseaux spatiaux parce que c'était vraiment l'âge d'or de la science-fiction à l'époque. Et vraiment tout petit, 5 à 7 ans, je faisais déjà beaucoup de construction en partant de rien. Alors par la suite, mon père m'achetait beaucoup de maquettes d'avions et de voitures, de types très variés, et pareil, là je partais plus ou moins du plan de montage. J'avais tendance un peu à m'éloigner ou à essayer de faire ça de façon intuitive. Et puis après, du coup, je gardais toute liberté pour faire la décoration, avec de la peinture à maquette, bien sûr, mais de ces maquettes en m'inspirant plus ou moins de choses réelles ou pas du tout. Alors ensuite, j'ai été confronté à une pénurie de boîtes de maquettes, puisque je ne sais pas pourquoi, un jour il n'y avait plus de maquettes. Alors là, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai fini par faire moi-même mes propres maquettes à partir de morceaux de carton d'emballage, de Frosties par exemple, et des bouchons de bouteilles de vin. Et j'ai fini par concevoir et fabriquer mes propres créations, en général des véhicules, et la plupart du temps des Formule 1, parce qu'à l'époque c'était très à la mode. Et puis de maquette en maquette, j'ai fini par atteindre un niveau de rendu qui était quasiment plus poussé que les boîtes de modèles réduits qui étaient vendues toutes faites. Ma passion pour l'automobile n'a pas cessé de croître à cette époque-là. Je devais avoir à peu près une dizaine d'années. Mes parents s'étaient résolus à m'abonner à AutoPlus, qui était pour une raison simple, c'était moins cher des hebdos. Ça coûtait, je crois, 10 francs à l'époque. Et surtout parce que AutoPlus présentait en couverture les plus beaux dessins de voitures du futur, donc qui étaient réalisés par René Desmarais, qui est, je pense, la personne qui m'a donné envie de faire du design automobile. Vraiment, quand je voyais ces dessins, ça me rendait absolument dingue. Je ne comprenais pas comment c'était possible de faire quelque chose qui avait l'air à la fois aussi réaliste et en même temps, on voyait bien que c'était du dessin. Donc je me suis dit, ça, je dois pouvoir y arriver. Donc c'est ce qui m'a complètement poussé vers ce métier. Donc vers ma seconde ou ma première, je me rappelle plus trop, mais dans ces eaux-là, j'étais plutôt destiné à une carrière d'ingénieur à la base, puisque j'étais plutôt assez orienté scientifique. Eh bien, j'ai un peu, pas tout abandonné, pas du tout. J'ai passé mon bac comme tout le monde, mais à partir de ce moment-là, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse une école de design. Donc, après un bac C et puis quelques années d'études dans une école de design du Nord, puis en Suisse, donc l'ISD pour ne pas la nommer, et puis en Suisse l'espace Barreau. Et une courte carrière militaire, bien sûr, obligatoire à l'époque. Je me retrouvais dans une agence spécialisée dans le design et le maquettage automobile, avec beaucoup de projets avec PSA,
et des designers assez connus comme Dan Abramson par exemple. Et puis j'arrivais finalement au sein de la recherche et innovation de Plastic Omnium Auto Exterior, que spécialisé dans les pièces de carrosserie plastique, les pare-chocs essentiellement, comme designer innovation. Donc l'objectif de Plastic Omnium était évidemment de développer les pièces plastiques autour du véhicule pour dépasser un peu le côté pare-choc justement. Et donc ma mission principale consistait essentiellement à rendre un peu sexy les innovations produits de l'équipementier et aussi parfois d'être force de proposition pour proposer des concepts de nouveaux découpages de carrosserie avec des nouveaux matériaux, etc. Donc c'était un job très très sympa, mais alors bon, clairement la recherche-innovation est quand même assez éloignée du concret, et donc malgré ma patience et ma passion pour l'automobile, qui m'a quand même permis d'occuper une dizaine d'années ce poste, eh bien j'ai eu la chance, avec la crise de 2008, qui a beaucoup touché l'automobile, de rejoindre une autre filiale du groupe Plastic Omnium, qui était donc la filiale environnement, qui venait tout juste de créer une cellule R&D pour justement développer un peu le business de cette filiale qui était quand même un petit peu franchouillard à l'époque. Et donc l'idée c'était un peu de développer un peu la filiale à l'étranger et d'améliorer le portefeuille de produits, de s'adapter aussi aux nouveaux modes de conteneurisation des déchets, puisque justement cette filiale en fait fabrique des poubelles, enfin fabriquait plus exactement. Et donc justement l'actionnaire souhaitait tirer un peu cette filiale vers le haut. Donc c'est une filiale qui avait l'avantage de revenus plus faibles, certes, donc ça c'est pas un point positif, mais surtout beaucoup plus régulier que l'automobile qui avait un peu un problème de cycle, qui avait parfois des moments assez bas, et donc du coup c'est le PDG s'était vraiment dit tiens, développons cette filiale environnement pour assurer un peu plus du cash un peu plus régulièrement. Donc de mon côté, il y avait un peu la promesse de produits beaucoup plus concrets, pour le coup très très réels, utilisés par tout un chacun. Et puis aussi dans une structure beaucoup plus agile que la R&D Plastic Omnium, qui est quand même une grosse machine. Donc là, on était quand même une plus petite équipe d'une quinzaine de personnes, on va dire. Donc, et ça, c'était vraiment très attractif à ce moment de ma carrière où j'avais un peu envie de faire des choses de façon un peu plus libre et un peu plus créative. Donc ce fut vraiment une très très bonne expérience parce que en fait c'est quand même un gros avantage, enfin à titre un peu aussi pour flatter l'ego, d'avoir des réalisations qu'on peut croiser au quotidien au bord des routes et qu'on peut aussi utiliser soi-même, parce que j'ai moi-même évidemment des produits Plastic Omnium chez moi. Et puis en plus ça va être pour un bout de temps parce qu'il y a un renouvellement qui est quand même assez faible dans ce domaine. Donc ça c'est vrai que c'est assez sympa. Et j'ai aussi pu tester à cette occasion le métier de chef de projet R&D, puisque j'ai assuré toute l'industrialisation de conteneurs aériens sur le marché de la métropole de Lyon. Donc, ce qui représente quand même un volume de à peu près 5000 conteneurs, je crois, mais bon, un CA de 5 millions d'euros. Voilà, j'ai aussi pu goûter à un domaine que je ne connaissais pas du tout, qui est l'innovation dans le domaine digital, avec du développement IoT et une application en plus dédié pour les mesures d'usage sur les conteneurs. Donc ça a été vraiment enrichissant parce qu'en fait, on partait de rien. Personne ne connaissait ça chez Plastic Omnium Environnement. Donc on a travaillé avec des partenaires, on a appris énormément de choses. C'était vraiment extrêmement intéressant. Voilà. Ça, c'était les points positifs. Bon, malheureusement, le groupe Plastic Omnium qui était en difficulté pour trouver du cash pour sa filiale automobile, qui avait besoin de beaucoup de cash avec des gros investissements sur des outillages plastiques, plasturgie et des usines de peinture, etc., a finalement fait le choix à un moment de revendre cette filiale Plastic Omnium Environnement qui faisait vraiment beaucoup moins de chiffre d'affaires, donc à un fonds d'investissement qui a au final pas souhaité continuer à améliorer son portefeuille de produits pour se concentrer davantage sur la rentabilité à court terme, comme c'est souvent le cas pour ces fonds d'investissement, puisque leur objectif est de revendre l'entreprise dans un temps assez court. J'ai donc décidé de me placer sur le marché du travail et d'aller vers d'autres horizons. Donc, tu es arrivé en quelle année chez Nexens et maintenant, quelle est ta mission ? Alors, je suis arrivé en quelle année ? Il n'y a pas longtemps, en 2021. Et donc, ma mission ici est d'être senior designer, de manager le Design Lab Building Group, dont je vais parler plus tard. Alors, déjà, pour commencer, je vais rappeler que Nexens, c'est un fabricant de fils et de câbles électriques. D'origine française, mais de dimension internationale.
Donc, comme pour Cathy Cotalon, justement, qu'on a entendu il n'y a pas longtemps, chez Saint-Gobain, le design industriel chez Nexans, c'est pas vraiment une évidence a priori dans une entreprise extrêmement B2B et en plus dans le BTP. Donc pourquoi du design chez Nexans? D'où ça vient? Et particulièrement dans le Nexans Building, donc, qui est la partie qui est dédiée au marché du bâtiment. Que ce soit le résidentiel, le tertiaire ou l'industriel. Bon, c'est essentiellement pour ma partie le résidentiel, mais on va voir qu'il y a aussi le tertiaire et l'industriel, c'est quand même des enjeux importants. Donc, pour résumer en 2 mots, le pourquoi du comment, vraiment en 2 mots, c'est valeur ajoutée. Donc, je vais quand même développer un peu. Nexans s'est retrouvé il y a quelques années en perte de rentabilité, avec un paradoxe d'une augmentation constante des ventes, mais néanmoins avec une baisse des revenus. Donc ça, c'est un vrai problème parce que les entreprises qui commencent à moins vendre, elles ont moins de revenus, c'est logique. Là, par contre, il y avait toujours une augmentation des ventes, mais moins de revenus. Donc, nouvellement nommé, notre patron Chris Guérin a donc mis le groupe sur de nouveaux rails en établissant une stratégie qu'on appelle ici chez Nexans Shift Prime, dont le but était justement de créer plus de valeur ajoutée sans pour autant augmenter les volumes de production et même potentiellement en anticipant une réduction des volumes de production liés aux approvisionnements de matière, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, tout ce qui est minerai est un peu en perte de vitesse en termes d'extraction. Donc il faut quand même anticiper aussi cette diminution des volumes. Donc, et puis aussi un nouveau slogan, donc tout un programme, Electrify the Future, autrement dit, devenir un acteur essentiel, attention ça va être long, à l'électrification et donc à la transition énergétique, notamment par le développement des énergies renouvelables, un enjeu qui est incontournable dans la réduction des gaz à effet de serre et la maîtrise du changement climatique. Enfin, la maîtrise, on se comprend. On ne peut pas vraiment maîtriser le changement climatique, mais enfin, on va essayer de s'y adapter le plus possible et de limiter ses effets néfastes. Donc, pour en revenir à Shift Prime, un des volets de cette stratégie consistait à faire remonter les besoins, certes des clients, ça c'est une chose, les clients c'est des distributeurs pour nous, mais surtout des usagers, et surtout en direct, pas à travers les distributeurs, c'est-à-dire les électriciens en fait. Et ça, donc à travers des design labs mis en place au sein des business units. Ceci, donc à travers le monde, au Canada, au Pérou, en Suède, en Australie, au Maroc et bien sûr en France. Il faut tout de suite préciser que le terme de design dans Design Lab se rapporte davantage au design thinking, dans le sens que les labs sont orientés utilisateurs, donc ça c'est une très bonne chose, et donc par contre c'est pas du tout du design industriel. C'est-à-dire que en fait, le but à la base est plutôt de collecter, de remonter des informations du terrain, des informations de qualité et de quantité aussi. C'est-à-dire, l'idée, c'est d'écouter le marché de façon qualitative et quantitative. Donc la stratégie d'origine était plutôt de tester cette nouvelle organisation avec des design labs à petite échelle, c'est-à-dire souvent avec du personnel pas complètement dédié au design lab, mais qui avait quand même cette volonté de lancer cette démarche, mais un accompagnement avec des partenaires spécialistes comme par exemple des grandes agences de design mais aussi des agences de marketing qui permettaient de collecter des données. Cette stratégie qui a donné de très bons résultats au départ, notamment pour définir les axes de travail des design labs, cette stratégie donc, a trouvé rapidement ses limites quand il s'est agi d'arriver à délivrer des concepts de produits réellement utilisables et industrialisables. Je veux dire des vraies propositions de valeur, pas simplement des PowerPoint. pour faire ça. Cette constatation de bottleneck a poussé le management du Design Lab Building d'Europe du Sud, qui est donc basé à Lyon. Design Lab qui était le plus sous la pression du planning parce qu'il avait beaucoup de projets sur sa liste de choses à faire en fait. Donc a poussé ce Design Lab Building à intégrer cette compétence en design industriel, donc il y a à peu près 2 ans quand je suis arrivé, tant pour améliorer sa compréhension des usages, qui était déjà pas trop mal avec toutes ces études de terrain, mais quand même il y avait ce petit côté intuitif en plus, et aussi pour transformer très rapidement ces idées, les concepts de propositions de valeur en produits à mettre sur le marché. Et oui, c'est le mur de la réalité en fait. Donc tant et si bien que je me suis retrouvé donc propulsé unique designer industriel au sein d'un fabricant de câbles de plus de 25 000 collaborateurs, en fait aujourd'hui 28 000, à travers le monde, mais dans une petite cellule agile et créative de seulement 3 collègues, dont le manager du lab, qui était plutôt de profil marketing, de son alternant en support sur tous les projets, et de moi-même, donc spécialiste du design industriel. Donc arrivé dans une organisation très récente, puisque moi je suis arrivé
Je suis arrivé en septembre, le Design Lab datait du mois d'avril, donc on peut pas dire que c'était vraiment très très installé. Donc pas complètement en place justement, avec beaucoup de retard sur tous ces projets. Alors pas du tout faute à cause d'une incompétence, mais faute de ressources en fait. Hein. Et puis avec beaucoup de projets aussi, donc pas mal de dispersion. Ça n'a pas été complètement fluide au départ. Il a fallu déjà se comprendre un peu c'était quoi les activités de Nexans. C'est pas évident comme ça a priori de dire tiens je vais faire designer industriel dans une boîte qui fait des câbles. Donc le temps de comprendre un peu ce qu'on attendait du Design Lab, de mettre un peu tout en place. Alors, il faut le dire, avec un excellent accueil de l'équipe, d'ailleurs, avec qui on a formé rapidement un groupe très, très, compact et extrêmement collaboratif. Et puis aussi, d'ailleurs, des collègues de Nexans en général, que j'ai pu rencontrer, qui sont souvent des gens très, très accueillants. Donc, on a rapidement réussi à collaborer, très efficacement, pour finalement parvenir à délivrer des concepts, des maquettes, des protos de tests et de présentation, parce que il a quand même fallu rapidement présenter des choses en stirco, dans des expositions, enfin dans des démos, etc. Et puis aussi, évidemment, confronter avec notre public qui est les électriciens. Donc, en s'appuyant et sur la créativité d'agences, dont une célèbre agence lyonnaise que Denis Rochefort, le président de la CDI, connaît très bien, et sur la sagacité de notre BE externalisé lyonnais également, avec qui on est toujours partenaire d'ailleurs, qui s'appelle Scalia Innovation. Les bons résultats aidant, notre équipe s'est complétée assez vite. Oui, parce que plus on a de succès, plus forcément on nous demande des choses. Donc forcément le travail arrive, il faut se compléter. On a eu rapidement une alternante en design produit, de Villefontaine, puis d'un concepteur également en charge de nos moyens de prototypage rapide et d'un designer expérimenté pour adresser les problématiques des solutions pour le tertiaire, secteur que je ne pouvais pas adresser parce qu'il y avait trop de projets sur le résidentiel. Enfin, les Design Labs étant été réorganisés finalement pour augmenter leur capacité à produire et à délivrer, avec notamment la création d'un pôle important en Colombie, où justement est parti mon ancien manager du Design Lab de Lyon. Nous sommes désormais placés en centrale, au sein de l'organisation Innovation Service and Growth. Notre lab s'appelant donc Design Lab Building Group, désormais, qu'on appelle DLBG. Nous sommes maintenant en support de tous les Design Labs du monde entier, et plus seulement du Design Lab de la Business Unit Europe du Sud, qui est toujours, elle, basée à Lyon sur un autre site. Nous collaborons d'ailleurs également avec d'autres Design Labs ici même sur notre nouveau site d'Ampacity, qui est installé à Gerland. Donc avec des gens du grid ou du digital. Alors le grid, c'est tout ce qui est réseau, alimentation de centrales nucléaires, d'éolien, et aussi analyse des réseaux, optimisation des réseaux. Et le digital, c'est un peu tous les outils qui permettent un peu de remonter toutes les informations, etc. Donc on va faire beaucoup de projets avec ces gens-là. Et donc justement, avec beaucoup de projets, et on l'espère, de succès à venir, notre équipe va encore devoir se renforcer pour permettre à Nexans de continuer à bousculer ce marché un peu statique des fournitures aux électriciens en fait, et de permettre aux électriciens, qui sont les vrais acteurs de l'électrification du monde, de travailler avec plus de sécurité, parce qu'on voit que c'est pas toujours le cas, plus d'efficacité et encore plus de passion pour leur travail au quotidien. Il faut savoir que nos clients, on a cette chance d'avoir des clients passionnés. Vraiment, les électriciens sont des gens qui adorent parler de leur métier et qui du coup nous donnent beaucoup d'informations sur ce qu'on doit faire pour eux. Ça, c'est vraiment un très bon point dans ce domaine. Alors, notre gamme MobiWay, justement, qui correspond à notre offre de solutions de déroulage de fils et de câbles pour les électriciens, va d'ailleurs connaître sa première sortie produit début avril. Donc à suivre sur LinkedIn, Instagram et YouTube, via les comptes officiels de Nexans, qui a quand même une très très bonne communication sur ces réseaux. Nous sommes tous très très excités par cette arrivée de ce tout premier bébé dans les rayons de nos distributeurs, et on ira l'observer sur les chantiers. Donc j'ai une question, c'est ce premier produit là, MobiWay, vous avez mis combien de temps en fait pour donner un peu une notion d'échelle pour des gens qui pourraient écouter ce podcast en disant mais concevoir un nouveau produit alors que l'entreprise n'était pas du tout orientée sur de la création de produits, mais plutôt sur du câble. Donc là, on est sur du produit industrialisé. Combien de temps ça a pris ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que en fait, ce produit est issu d'un ancien concept qui en fait un peu inspiré la création des Design Labs. C'était un concept révolutionnaire qui s'appelait tout simplement MobiWay et qui était un dérouleur de câbles. Et l'objectif a été de le reprendre parce qu'en fait, ce produit avait été jugé pas assez professionnel. On va dire pas assez robuste,
Voilà, donc du coup, l'idée, c'était de refaire une nouvelle mouture beaucoup plus professionnelle, plus premium, plus résistante, vraiment plus robuste, plus tout, quoi, avec d'ailleurs plus de valeur ajoutée. On est déjà parti d'une base existante, donc toute la partie, on va dire, technique, mécanique, n'a pas été modifiée, puisqu'elle fonctionnait. En revanche, on a donc repris tout ce qui était ergonomie et aussi toute la valeur ajoutée, la valeur d'usage, on a été énormément modifiée. Donc, on a en tout, vraiment depuis le lancement du projet, on a mis 1 an pour avoir même moins d'1 an pour avoir les premières pièces, les first shots de plastique qu'on a fait, de pièces plastiques qu'on a ensuite améliorées pour arriver aujourd'hui, on va dire à peine plus d'1 an, à avoir nos premières palettes qui sont préparées dans l'usine actuellement. Et quand tu parles d'ergonomie, tu parles de quoi? Tu parles de facilité de mise en place, tu parles de sécurité par rapport à l'électrification et donc à l'électricien? En fait, ouais, c'est un outil, c'est un outil de déroulage. Donc, il vient se monter sur des bobines. Et effectivement, le premier produit n'était pas exempt de risque de mauvaise fixation. Ce qu'il peut imaginer après, si on a un touret, on appelle ça un touret, avec une bobine de câble qui dévale un escalier, par exemple, ça fait à peu près 35 kilos. Donc, c'est quand même des produits qui peuvent être dangereux. Donc, l'idée, c'était de sécuriser au maximum vraiment le produit, le fonctionnement. Et également d'optimiser son ergonomie parce que par exemple l'ancien produit n'avait pas de poignée dédiée, donc il fallait faire une bidouille pour pouvoir se saisir de l'objet. Là on n'a pas été ultra créatif, quand même, on a écouté des électriciens, ils ont demandé une poignée, on a fait une poignée. Donc ça n'est pas sans poser de contraintes, mais on a vraiment atteint tous les objectifs qui étaient fixés à l'origine sur ce projet. On a même trouvé d'autres insights en travaillant en atelier avec des écoles d'électriciens, donc qui nous ont donné beaucoup d'idées de choses à améliorer, en plus du cahier des charges qu'on avait reçu à l'origine de Nexans. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, ce produit va être fabriqué intégralement en France, dans une usine d'un partenaire à Brignais. Donc en fait, c'est vraiment un produit 100% français. Donc c'est aussi important pour les électriciens, de ce qu'on a discuté avec eux, et ils veulent vraiment, les électriciens français évidemment, c'est moins le cas pour les électriciens espagnols, qui ne veulent pas forcément acheter du Made in France, mais en l'occurrence, le principal marché de ce produit est la France, même s'il va être déployé dans le monde entier, ce qui est aussi une première pour ce type de produit. Et justement, sur son déploiement dans le monde entier, il est adapté ou finalement, partout, les électriciens ont les mêmes besoins? Alors en fait, cet équipement-là, il est plutôt lié à un conditionnement. Donc un conditionnement sous une forme de touret de diamètre 38 cm. Donc la problématique sur les autres marchés, c'est d'avoir des conditionnements équivalents. Et il y a plein de marchés où c'est pas du tout le cas. Mais il y a des marchés où il y a une fenêtre. En fait, on peut mettre en place des conditionnements de 38 cm. Il y a déjà des tas de marchés où c'est déjà le cas, comme la Turquie, le Liban, par exemple le Maroc, l'Espagne aussi. Et il y a d'autres marchés où pour l'instant on n'a pas encore pu déployer ce type de conditionnement. Mais dès que ce sera le cas, évidemment, on pourra aussi utiliser ce dérouleur qui est spécialement dédié donc à ces tourets de 38 cm. Très bien. Est-ce que tu veux nous dire un mot pour conclure ce podcast? En fait, oui. Donc, moi, j'avais un peu l'idée en fait, j'ai l'avantage et la chance de travailler dans une entreprise qui a vraiment, dont le slogan c'est Electrify the Future. Donc, l'idée, c'est quand même d'avoir une entreprise qui est plutôt au service du monde, de l'humanité. Bon, c'est peut-être un peu too much de dire ça, mais en fait, c'est vraiment une entreprise qui est dédiée à l'amélioration, à la réduction au maximum de l'empreinte climatique de l'entreprise, et ensuite aussi des activités du BTP, puisque le but du jeu, c'est clairement d'optimiser. Tous les jours, on travaille à l'optimisation de l'électrification du monde, c'est-à-dire limiter les pertes, limiter les chutes, récupérer les câbles. Enfin, c'est vraiment une mission que s'est donnée Nexans. Et moi, je trouve ça vraiment très intéressant de pouvoir vraiment participer à ça, sachant que en équipant correctement les électriciens, on participe forcément à l'optimisation et à l'efficacité de leur métier. Donc, alors, il y a déjà le côté, les électriciens sont pas vraiment soignés pour l'instant par tout ce qui est outillage, tout ça, c'est pas vraiment, c'est surprenant, mais pour autant c'est vrai. C'est pas optimal, même s'il y a des boîtes comme Schneider et Legrand qui font un gros travail sur la partie à la fin du câble, mais pour tout ce qui est installation, déroulage des câbles, des fils, etc.,
Jusqu'à présent, il n'y avait pas un travail très très poussé dans ce domaine, contrairement à d'autres métiers comme la plomberie par exemple, où il y a vraiment eu des choses de fait avec des nouveaux systèmes, des nouveaux types de produits. L'électricité, ça n'a pas énormément progressé en fait, et ça va beaucoup évoluer dans les prochaines années parce qu'on va arriver aussi sur des nouveaux types de câbles qui vont pas forcément être plus faciles à manipuler, donc il va falloir beaucoup aider les électriciens, notamment les câbles à retardement de feu, qui vont être obligatoires. Enfin, la loi est déjà passée, donc sur tous les chantiers professionnels, ça va être obligatoire. Donc il y a vraiment tout ce côté, il faut vraiment aider les électriciens en regardant leurs usages, en les aidant, en les poussant. Et on a vraiment l'impression d'être vraiment dans un design très très utile à la société. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Et bien merci à toi.